Merci d'être présent pour cette réunion du Conseil communautaire. Le quorum étant atteint, on va pouvoir démarrer nos travaux. Je précise les excusés avec procuration et sans procuration. Nathalie Aurillac, excusée qui a donné procuration à Ginette Buscar. Michel Bouche, cadavre excusé qui a donné procuration à Gabriel Fauré. Patrick Boyer, excusé, Aulus, qui a donné procuration à Christian Carrère. Raymond Combe, excusé, mercenaire, qui a donné procuration à Patrick Galli. Dalia de Dieu, excusé, Lartin, qui a donné procuration à Laurence Bougard. Martine Froger, Alzheimer, excusé, qui a donné procuration à Olivier Raton. Serge Lafont, Villeneuve, excusé, a donné procuration à Charles Dafis. Marie Renard Patricia Saint-Giron, excusé, qui a donné procuration à Marie-Christine Denat-Pince. Catherine Mériot, excusée. Christophe Mirouz, excusé. Christophe Mirouz, excusé. Nini Nadine, excusé, a donné procuration à Jean-Noël Vigneault. Hélène Rascout, excusé. Michel Pichard est excusé, a donné procuration à Jocelyne Fert. Denis Pouch est excusé, a donné procuration à Christian Bonté. Evelyne Rollin Puissévère, excusé, a donné procuration à Léo Garcia. Arcaïa Sablé a donné l'obsentara, excusé, a donné procuration à Pierre Paris. Jean-Pierre Saint-Germain, excusé, Fabas a donné procuration à Jean-Jacques Amérique. Damien Souk, excusé, Moulis a donné procuration à René Casalet. Et enfin, Zutzenka Susanna, excusé, c'est l'obsentara qui a donné procuration à Bernard Lamarie. Donc, comme je vous le disais, le quorum étant atteint, un peu démarré, on va commencer par désigner un secrétaire de séance. Est-ce qu'il y a des mains qui se lèvent dans la salle? On en espère beaucoup. Donc Jocelyne Fert m'avait écouté, m'avait soufflé que si il y a les vacances de candidature, elle s'est proposée pour assurer le secrétariat. Donc je vais mettre voix pour que Jocelyne soit notre secrétaire de séance ce soir. Y a-t-il des oppositions? Je regarde bien, il n'y en a pas. Des abstentions non plus. Brillante élection. Merci Jocelyne. Une fois de plus, puisqu'elle est souvent sur la brèche. Bien, avant de commencer à proprement parler les travaux, ça arrive parfois, je vais vous demander de respecter une minute de silence, puisque vous avez suivi l'actualité. L'ancien maire d'Oust, Jacques Servat, qui était maire et membre de la communauté commune, nous a quittés il y a quelques jours, donc je voudrais que nous marquions une minute de silence en sa mémoire. Je vous remercie. Je vous remercie. L'actualité est parfois lourde, vous avez suivi certainement, comme moi, l'actualité du jour. Je veux bien sûr faire référence au drame qui s'est déroulé ce matin à Annecy. Donc, en votre nom, je voudrais exprimer tout notre soutien aux victimes. Vous savez que malheureusement, nous déplorons des petites victimes. À cette heure, je ne sais pas si la situation a évolué. Jusqu'à peu, il n'y avait pas encore de personnes déclarées décédées. Bien sûr, à leur famille. Message de soutien également et de solidarité à la ville d'Annecy, avec toutes ses composantes, que ce soit les élus, les services, forces de l'ordre, de santé, bien sûr les habitants qui sont, vous en doutez, traumatisés par ce qui est arrivé ce matin. Donc, il était normal que dans toute la France, et nous ce soir, puisque nous sommes réunis pour le cause du rang, nous ayons une pensée forte pour ces personnes et ces drames qui se sont déroulés ce matin. Je vous remercie. Nous allons passer donc maintenant à nos travaux. Vous savez qu'on commence traditionnellement par l'approbation du procès verbal, avec un nouveau mode de fonctionnement. On vous le remet suffisamment tôt. Je salue le maire de Rimont qui vient de nous rejoindre.
Donc, pour que vous puissiez nous faire remonter éventuellement vos observations, donc je me tourne vers Pascal Sens, pas d'observation particulière. Donc, je vais proposer l'approbation de ce procès verbal. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Deuxième point traditionnel, c'est les décisions du bureau, que nous prenons bien sûr en votre nom, puisqu'il y a une délégation, et ensuite nous faisons bien sûr le compte rendu. Donc il y a des décisions concernant 4 bureaux. On va commencer par le bureau du 30 mars, avec les décisions numéro 27 à 28. Donc vous voyez qu'il y avait peu de décisions ce soir-là. Je ne sais pas si ça appelle des questions ou des commentaires. Bien, on passe au bureau du 19 avril. Donc, des décisions du numéro 29 au numéro 41, même question. Est-ce qu'il y a des observations ou des questions particulières? Je vous remercie. On passe au bureau du 27 avril. Donc, décision numéro 42 à numéro 56. Des observations ou des questions particulières? Il n'y en a pas. Et on va terminer donc par le bureau du 23 mai. Du numéro 57 au numéro 62. Est-ce qu'il y a des questions et des observations sur un des sujets qui ont été traités? Il n'y en a pas, donc je vous remercie. On va passer maintenant donc au dossier soumis à délibération. Vous avez vu que ce soir on a pas mal de dossiers RH, donc on va mettre à contribution Alain Servat. Mais dans un premier temps, le rapport numéro 1 concerne la prestation de gestion des déchets ménagers. C'est Patrick Lafont, je crois, qui va nous présenter ce rapport. Oui, bonsoir. Donc, il s'agit de Portet d'Aspet, donc commune haut-garonnaise enclavée au pied du col du Portet d'Aspet, au-dessus de Seine-Lary. Donc, depuis des années, des dizaines d'années, on collecte les déchets de cette commune pour le compte de la Haute-Garonne. Donc, tous les ans, on revote les tarifs qui s'appliquent dans l'année en cours. Donc, on vous propose de leur facturer donc les tarifs qui ont été calculés selon la méthode Comta-Coût, donc c'est ce qu'on utilise pour le dossier avec l'ADEME, donc de prendre ce tarif multiplié par le nombre d'habitants, donc ce qui ferait pour l'année 2023 59 habitants à 163,75 €, donc une prestation totale de 9 661,25 €. Donc voilà, il faut que vous nous autorisiez à leur facturer ce montant pour l'année 2023. Donc c'est à la communauté de communes Cagira-Garonne-Salat. Enfin, si ça appelle des... Merci Patrick. Est-ce que ça appelle des questions ou des observations concernant ce dossier? Oui, on va vous faire passer le micro. Oui, bonsoir. Est-ce que le mode de calcul couvre aussi les habitants secondaires, je dirais, enfin, pas secondaires, touristiques plutôt, je voulais dire. C'est la population municipale. C'est-à-dire les habitants permanents. Oui. C'est-à-dire une commune qui aurait beaucoup de tourisme, qui serait dans ce cas, moi je ne connais pas bien Oui, Portet d'Aspet, voilà. C'est très petit, Portet. Oui. Non, mais l'été, ça peut être très gros. Non, mais je sais pas. Oh, je dis que le mode de calcul, voilà, c'est ce que je voulais savoir. Est-ce que le mode de calcul inclut tout ou pas? Enfin, je sais pas combien il y a de compteurs, mais il peut y en avoir. Je ne sais pas, mais bon, c'est de l'habitat groupé, là, c'est pas vraiment... D'autres questions ou interventions sur ce dossier? Bien, écoutez, on va passer au vote. Y a-t-il des oppositions? Y a-t-il des abstentions? Il n'y en a pas, je vous remercie. On passe au rapport numéro 2.
On va passer le micro à Alain. Donc, c'est une délibération portant sur la modification d'une délibération datée du 12 décembre 2018 relative à la mise en place du RIFSEP. Oui, effectivement, on doit modifier cette délibération du 12 décembre. En son article 4, au motif qu'il faut apporter des modifications concernant le versement de la part complément indemnitaire annuel, CIA. Au cas précis, il s'agit de rajouter une précision dans le critère de versement de cette part CIA, à savoir que l'agent soit toujours présent dans l'effectif le mois du versement du CIA. Autrement, ça veut dire qu'il la toucherait 2 fois. S'il est parti en mutation et qu'il est quelque part, il la touche, donc il la touche en double. Donc il faut rajouter ça dans la délibération. L'objectif étant de fidéliser les agents et de ne plus verser cette prime à des agents qui l'aperçoivent dans leur nouvelle collectivité. Voilà. Merci pour la présentation sur ce dossier, donc. Est-ce que ça appelle des observations ou des questions? Bien, écoutez, s'il n'y a pas d'intervention, on va passer au vote. Y a-t-il des oppositions? Il n'y en a pas. Des abstentions? Il n'y en a pas non plus. Eh bien, écoutez, merci. On va passer à la délibération suivante. Donc, il s'agit de l'actualisation du tableau des emplois et des effectifs. Merci. Oui, alors donc la dernière mise à jour date du 22 décembre 2022. Donc aujourd'hui, il y a 4 postes qui sont soumis à la création. Alors 2 dans la filière culture pour la directrice de la culture. 2, pourquoi? Parce qu'elle est passée un concours, on ne sait pas si elle sera en catégorie A ou en catégorie B, voilà. Donc on est obligé de créer les 2, et dans un prochain conseil communautaire, bien sûr qu'on en supprimera un de ces 2, voilà. Un poste d'adjoint d'animation suite au changement de quantité de passage de 35 heures hebdo à 28 heures, et un poste d'adjoint technique suite au changement de quantité de 17h50 hebdo à 24h50 hebdo. Et 8 postes soumis à la suppression, donc un relevant du grade des attachés territoriaux, en lieu et place de celui de la bibliothécaire créée pour la nouvelle directrice de la culture. 2 postes d'adjoint d'animation en temps non complet, quantité inférieure à 13 heures par semaine. Un grade d'ingénieur transformé en contrat de projet pour le futur chargé de mission ENR. C'est une délibération du 22 décembre 2022 pour la création du contrat de projet. Un adjoint technique principal de 2e classe, suite à une retraite, remplacé à l'interne. Un poste d'adjoint d'animation suite au changement de quantité horaire. C'est la règle, lorsqu'il y a un changement de quantité supérieur à 10%, il faut supprimer et recréer le poste à la bonne quantité horaire. Et un poste d'adjoint technique suite au changement de quantité horaire. Et un poste d'adjoint technique qui occupait un poste d'accueil suite au départ en dispo, remplacé à l'interne. Voilà. Merci. Donc, sur ce tableau des effectifs qu'on actualise, vous le savez, régulièrement. Est-ce qu'il y a des observations ou des questions? Bien, écoutez, s'il n'y a pas d'observations et de questions, on va passer au vote alors. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Il y en a... Ah, une abstention, pardon. Merci, on passe au rapport numéro 4. Il s'agit d'une délibération portant sur, là ça va être un peu plus long, vous en doutez, le rapport social unique 2021. Alors pourquoi si tard? Parce que vous savez que les données sont collectées l'année suivante, en 2022. Et le temps de faire la synthèse de tout ça, ben, vous le présente aujourd'hui. Alain Servat, merci. Voilà, le président a presque tout dit, à part qu'il faut qu'on regarde le tableau. Maintenant, oui, tout à fait. En fait, ça, c'est une mécanique que vous avez. Alors donc, effectivement, c'est les données de 2021 qu'on récolte en 2022 et qu'on vous présente en général en 2023. Alors, vous savez que dans le passé, on a eu des remarques en nous disant c'est un peu tard, il faudrait le faire un peu plus. Donc, nous, on s'engage avec la RH aujourd'hui pour le rapport unique de 2022 à vous le présenter dans le second semestre 2023. Donc, on va essayer d'avancer un peu et y travailler pour que ce soit un peu plus proche de l'année en réalité, quoi. Voilà. Alors donc le tableau, je ne sais pas si le tableau est truc, je pense que vous l'avez reçu dans vos communes, certainement, avec les rapports. Je ne sais pas si vous voulez qu'on le détaille ou pas. Mais enfin bon, vous savez que chaque fois c'est les données, les effectifs globaux. Oui, les grands chiffres, fonctionnaires titulaires et stagiaires, on est à 244. Non titulaires occupant un poste permanent, 79, et agents n'occupant pas un poste permanent, 61, vous avez des agents saisonniers de remplacement, 139 agents saisonniers ou de remplacement ont travaillé au cours de l'année 2021,
les emplois fonctionnels, un DGS et un DGST, filière d'origine technique, 4 emplois d'origine ingénieur, et non inscrits dans le tableau des effectifs, 18 assistantes maternelles, 28 contractuels du service des eaux et 4 contractuels des termes d'OLUS. Après, vous avez tous les tableaux, la répartition par filière, les structures de l'effectif, la répartition par temps de travail. Vous avez aussi les mouvements de personnel qu'on a eu en 2021, les emplois aidés. Alors, il y en a, vous verrez qu'en 2021, il y en avait un peu moins parce qu'on avait moins de subventions de l'État. Donc, et ça s'est réduit un peu. L'évolution des carrières, les tutorisations, les mises en stage, les avancements de grade, les travailleurs handicapés aussi, un tableau sur les travailleurs, le fonctionnaire titulaire et stagiaire, les contractuels sur emploi permanent, voilà. Le temps de travail en 2021. Le type de jour d'ASA Covid par direction, vous savez que c'était l'année aussi où on était encore dans le Covid. Les absences en 2021. Voilà, vous avez le camembert, les tableaux, les maladies ordinaires, les longues maladies, maladies de longue durée, graves maladies, les accidents du travail, maladies professionnelles, et les maternités, paternités, adoption. Voilà, ça c'est les... Alors vous avez des absences aussi en répartition par direction. Hein. Les accidents du travail imputables au service, donc vous les avez, 35 accidents ont engendré 1589 jours d'absence en 2021. Après, vous avez les tableaux, les camemberts, bien sûr, et ça, vous le regarderez. La formation aussi. Donc, ça, c'est les personnels qu'on a envoyés en formation, qui ont demandé une formation. Nombre d'agents ayant suivi une formation au cours de l'année 2021, 110. C'est passé. Nombre d'heures de formation suivies, 3619. Nombre de jours suivis au CNFPT, 255 jours. Et nombre de jours suivis autres organisations et collectivités, 262 jours. Donc 120 jours pour les apprentis. Après, vous avez les détails dans le tableau du fond. La prévention des risques professionnels, les formations, les dépenses en matière d'hygiène et sécurité, les formations, les interventions, les mesures ergonomie, amélioration des conditions de travail, vous savez, ça coûte quand même, on voit que ça coûte quand même de l'argent, mais il le faut, et c'est bien. Les droits sociaux, l'exercice du droit syndical. Vous savez que chaque fois que les syndicats, par rapport au nombre de voix qu'ils font aux élections, ils ont un nombre d'heures ou de jours de décharge, donc vous les avez. La parité, femmes-hommes, l'établissement principal plus annexe, les fonctionnaires, contractuels et les contractuels. Vous avez des tableaux sur toutes les catégories de personnel qu'on a au sein de la collectivité. L'action sociale, ticket restaurant, CNAS, ça c'est tout ce qu'on discute souvent avec les syndicats en CT. Vous avez des sommes d'ailleurs, hein. La masse salariale, voilà, est-ce que ça nous coûte? Sur 0,12, budget principal. La rémunération, voilà, vous avez le tableau aussi. Les emplois permanents. Et à la fin, vous avez la rémunération régime militaire, travaux supplémentaires, emploi permanent. Voilà. Donc c'est assez complet, parce qu'il faut prendre le temps aussi de le regarder, de l'analyser aussi. C'est pas... Et puis si jamais il y avait des questions, on peut y revenir aussi notre conseil communautaire aussi. Hein. Oui, mais enfin bon, le document avait été donné, donc je pense que s'il y a des questions, on va les prendre. C'est vrai que c'est un bilan, hein, donc il y a beaucoup d'informations sur quand même un nombre de personnel important dans cette communauté de communes, d'où le nombre d'informations effectivement que nous trouvons dans ce rapport. Alors, dites-nous sur les différentes entrées en termes d'effectifs, en termes de... Pardon ? Oui. En termes de jours
influenza, Covid, etc. Dites-nous les interrogations que vous avez ou les observations que vous avez à faire. Madame le maire de la Bastille du Salat. Bonjour à tous. Oui, juste une question concernant les accidents du travail. Parce que j'ai vu qu'ils étaient relativement nombreux. Nombreux. Par rapport aux chiffres antérieurs qui nous est donné. Est-ce que vous avez des rétextes sur ces accidents du travail et ensuite, du coup, éventuellement des mises en place de procédures ou de matériel, des améliorations de matériel pour pouvoir les éviter par la suite, quand c'est possible, évidemment. Bien. Concernant les accidents du travail, donc il faut que vous sachiez, mais Alain peut-être le précisera puisqu'il est plus impliqué encore dans les commissions, donc il y a plusieurs degrés d'analyse. Hein. D'abord, il y a un comité social qui avant c'était séparé avec un comité technique, un CHSCT, maintenant on les a réunis, qui bien sûr se penche à chaque fois qu'il y a un accident de travail sur les causes et éventuellement les mesures à prendre pour éviter que ces situations ne se reproduisent. Nous avons aussi, je vous rappelle, un personnel recruté dédié exclusivement à cela, c'est-à-dire à la prévention, qui lui aussi fait ses propres analyses et vient assister les élus dans ce travail nécessaire de correctif. Voilà ce que je peux vous dire, Alain. Vas-y, prends le micro. Tu as dit l'essentiel. On essaie chaque fois d'être vigilant, à chaque fois qu'il y a un accident de travail, essayer de trouver les causes, et surtout que ça ne se reproduise pas. Mais bon, ça on a des métiers, comme le cyclone, où on est quand même aussi, c'est des métiers durs. Les chemins, c'est des métiers durs. C'est ceux qui sont dans le service technique. Mais voilà, des fois, on n'évite pas les accidents de travail. Mais c'est vrai que il faut travailler au quotidien pour faire ces analyses déjà, pour savoir pourquoi, et surtout que ça ne se reproduise pas. Voilà. Alors on y travaille avec mon ami Patrick Tembard, qui est président du CHSCT, pardon, et le préventeur, et on essaie chaque fois d'analyser tout ça pour essayer d'arriver au risque zéro, mais je pense que ça c'est compliqué. Voilà. Bien, donc sur ce que vous dites, hein, c'est-à-dire un nombre important, c'est toujours un accident est toujours de trop. On est bien d'accord. Hein. Qu'est-ce qu'on peut apporter comme Oui, j'entends quelqu'un faire du brouhaha au fond. J'ai le plaisir de voir que Patrick Tembard nous a rejoints. Et là, au contraire, je ne savais pas que tu étais arrivé. CHSCT. F3ST. En 2021, c'était encore le CHSCT. Je me suis trompé, non il y a très peu d'accidents du travail, vu le nombre d'employés, et la plupart des accidents sont bénins. Et je parle sous le contrôle de mon ami Gabriel Fauré, qui, comme tout le monde le sait, connaît les accidents et la musique. Alors, puisqu'il a passé le ballon à Gabriel. Oui, Alain l'a souligné. Gabriel, ne faites pas des débats entre vous, sinon on ne va pas s'en sortir. Oui, Alain l'a souligné tout à l'heure. Il y a quand même pas mal de données, mais ce sont des données qui sont biaisées par le Covid. Donc, on ne peut pas trop les exploiter. Pour ce qui concerne les accidents de service, accidents de trajet, on a la chance, heureusement, de ne pas avoir d'accidents graves. Heureusement. Donc, parce que ça n'a pas nécessité d'enquête de la formation spécialisée ou du CHSCT, il n'y a que le préventeur qui fait ces enquêtes. Lorsqu'il y a un accident grave ou susceptible d'être grave, c'est la formation spécialisée qui enquête, en plus, quelquefois, de la justice. Donc ça, on a eu cette chance-là, ce qui ne veut pas dire qu'on n'ait pas à travailler encore plus. C'est un message que je lance. Il faut qu'on soit encore plus efficient pour essayer de faire baisser au maximum ces accidents de service. Ce que je disais, un accident est toujours un accident de trop.
Une information quand même, elle est importante, même si vous la retrouverez en fin d'année. Sur l'année 2022, il semblerait que le nombre d'accidents de travail ait baissé de façon significative. D'autres questions sur ce rapport? Ou d'observation d'ailleurs? Oui, Richard. Oui. Attends, micro sinon tu peux enregistrer. Bonsoir. Bon, vous connaissez tous mon attachement au service public et j'ai juste une question toute simple. J'ai vu qu'il y avait 79 emplois permanents occupés par des non-titulaires. Et j'aimerais savoir, voilà, quelle option, enfin, quelle vision nous avons pour pouvoir, je dis pas de le faire, mais petit à petit de titulariser ces agents, puisque c'est des emplois permanents et voilà. Enfin, pour moi, c'est quelque chose auquel je tiens avec les attaques qu'on a contre le service public. Voilà, c'est juste l'interrogation que j'ai. Je pense que, alors je réponds, on va savoir la DRH, mais il y en a déjà qui sont sur la voie de la titularisation qui ne sont pas encore. Donc dans les 79, il y en a certains qui vont en être. Au bout de 2 ans, ils sont titulaires. Après, il y a des maladies aussi qui font que, voilà, on ne peut pas titulariser parce qu'il y a des maladies, mais c'est juste ça. Je crois que et après, il y a des postes de contractuels parce qu'on a besoin que de contractuels et peut-être pas aussi de titulaires. Voilà, c'est peut-être ça, la collectivité. Voilà, c'est un peu ça, quoi. Oui. Oui, d'accord. Oui. Oui, il y a les questions de concours, effectivement. Ce que me rappelle Nathalie Génia, c'est qu'ils n'ont pas le concours, donc ils ne peuvent pas titulariser, quoi. Voilà. Ils sont en attente d'avoir le concours, quoi. Voilà. Merci. Bonsoir, Marie. Sur ce rapport social, toujours d'autres. Oui, Madame la maire, bonjour. Oui, c'est une question tout à fait bénigne, on va dire. Puisque tu parles de syndicats et vous parlez de syndicats, combien de formations syndicales on a sur la communauté de communes? 2. Toujours 2. On a 2 organisations syndicales qui sont représentées, qui ont été après les élections, quoi. Oui, voilà. d'accord. 2. Merci, c'est tout. Bien. S'il n'y a pas d'autres interventions, on va donc passer au vote de la délibération, actant qu'on a présenté donc le rapport social unique. Y a-t-il des oppositions? Y a-t-il des abstentions? Une abstention. Je vous remercie. Bien, rapport suivant, le rapport numéro 5 portant sur le renouvellement d'un délégué au conseil de surveillance du centre hospitalier Ariège-Couserans. Donc nous allons devoir surseoir à cette ordre du jour et je vais vous expliquer la raison pour laquelle nous allons surseoir. D'abord, qu'est-ce qui nous amène à voter un délégué au CHAP, puisque nous l'avons fait en 2020. Il se trouve que le président du conseil de surveillance, Michel Pichon, qui est excusé ce soir, je me rappelle, est au conseil de surveillance à 2 titres. Au titre de délégué du conseil communautaire et au titre de délégué du conseil départemental. Donc, évidemment, on ne peut pas occuper les 2 postes dans un conseil, quel qu'il soit, y compris le conseil de surveillance. Donc, il souhaite libérer le poste de délégué du conseil communautaire de façon à ce qu'on puisse, nous, avoir un conseiller communautaire. Vous savez qu'on doit avoir 2 conseillers communautaires et que ça corresponde donc à la quotité normale. Pour ce faire, nous attendons une pension, pour être très transparent à l'avoir pour cette assemblée ce soir. Il faut que nous ayons un arrêté de l'ARS identifiant Michel Pichon, non plus président du conseil de surveillance en tant que délégué de la communauté commune, mais président du conseil de surveillance en tant que délégué du conseil départemental. Donc cet arrêté est en cours, je pense qu'il ne manque que la signature. Nous ne l'avons pas ce soir, donc ça veut dire que Michel Pichon n'est pas en mesure, entre guillemets, de démissionner de sa délégation du conseil communautaire, puisque pour le moment il est sur l'arrêté ancien, et c'est la raison pour laquelle on ne peut pas procéder au vote.
Donc dès que nous aurons cet arrêté, peut-être dès la prochaine séance, fin juin, puisqu'on va devoir discuter des comptes de gestion, des comptes administratifs, je serai amené à vous reproposer cet ordre du jour, où donc nous serons amenés à désigner une ou un délégué de la communauté commune au conseil de surveillance. Je ne sais pas si ça appelle des questions, des observations, j'espère avoir été très clair. Hein. Problème administratif, nous attendons la signature de cet arrêté. Bien, nous allons arriver déjà aux questions diverses. Donc j'ai une question diverse écrite de la mairie de Soulan, et donc je pense que la mairie de Soulan est représentée ce soir. Et oui, et donc la question va nous être posée. Merci, bonjour. Alors, on a la bibliothèque qui appartient à la communauté de communes, qui se trouve enchâssée entre deux bâtiments de la commune et sur le terrain de la commune, et avec tout le système électrique qui est mélangé avec la commune, donc ça, avec le bâtiment de la commune. Donc, au niveau des assurances, c'est compliqué. Qui plus est, il y a des travaux à faire, voilà. Donc, monsieur le maire, Michel Icard, a envoyé un courrier, vous a envoyé un courrier demandant d'acquérir officiellement ce bâtiment. Voilà. Bien. Un vrai sujet. Oui, très important. L'exception qui confirme la règle. Ah ouais, vraiment là. Bien. On dort plus là-haut. Et du coup. Donc un sujet très complexe, puisque vous avez essayé de le résumer. C'est l'ancienne communauté de communes qui a construit un bâtiment, au milieu d'ailleurs le bâtiment communal, Absolument. avec des parties communes, Absolument. sur un terrain municipal. Eh oui. Donc nous avons hérité de ça en 2017. Dans l'arrêté de Madame la préfète, de Monsieur le préfet, je ne me souviens pas à l'époque, hein, dans la liste des compétences, n'apparaît plus cette construction de ce bâtiment. Et donc, pour régulariser tout ça, vous avez compris que c'est une sacrée gageure. Donc, il est clair que ce soir, on ne peut pas apporter de réponse. Hein. On a les services juridiques, et même on a appelé le bureau d'études qui nous avait accompagnés à l'époque, qui lui-même reconnaît que c'est assez complexe cette affaire. Donc, on essaie de faire avancer ce dossier. Pour essayer de trouver une solution, puisque bien évidemment tout bâtiment nécessite de l'entretien, et je sais que c'est votre problème, hein. Vous avez besoin de l'entretenir. Donc on va voir comment on peut se sortir juridiquement de cette situation. Très bien. On va avoir, je vous le précise, une réunion avec le maire dans les prochains jours ou les prochaines semaines, dès qu'on aura les éléments suffisants pour qu'on puisse en discuter. Quoi. Mais c'est un problème qu'on avait identifié en 2017 et qui est effectivement très très complexe à résoudre. Je ne sais pas, Patrick, si tu veux rajouter quelque chose. Oh oui, on a la compétence lecture, donc on s'occupe de ça, mais logiquement le bâtiment ne devrait pas être à nous, sauf que dans ce cas-là, on l'a regardé cette semaine, donc on ne peut pas vous le récéder puisque il est sur un terrain qui vous appartient, on ne peut pas vous céder un bâtiment sur un terrain qui est à vous. Donc, voilà, il faut qu'on étudie la chose pour. Oui, c'est pas simple. Enfin bon, c'était surtout pour poser la chose. Oui, ça, on a bien compris. Après, voilà. Comment on va en sortir, je ne sais pas. Voilà, très bien, merci. Oui, question de M. Lazaro, maire de Biarte, au fond de la salle, je l'ai reconnu. Bon, parce que le comité de défense du CHAC m'a contacté, ainsi que l'association de citoyens contre les déserts médicaux. Et en même temps, j'interviens aussi, entre autres, comme vice-président de l'association des maires ruraux d'Ariège. Nous avons été alertés plusieurs fois à maintes reprises par l'imminence de ce qui peut se passer au CHAC et dont nous voyons les conséquences aujourd'hui. Notamment Échabrège, c'est-à-dire la suppression d'un nombre massif de lits, la totalité, notamment la totalité du court séjour gériatrique,
un quart du centre de réadaptation neurologique, un tiers de la médecine, la moitié de la chirurgie, un quart de la réanimation, ainsi que tous les problèmes qui se posent pour les urgences. Je pense que nous avons tous été concernés cet hiver et l'automne dernier pour se mobiliser sur les problèmes qui se posent pour notre hôpital. Or, de plus en plus, la question qui se pose, c'est cet hôpital qui va dépendre entièrement du Chiva, et pour l'instant, on n'a aucune assurance sur la permanence d'un directeur qui sera nommé. Pour l'instant, on n'aurait qu'un directeur intérimaire. Ayant rencontré déjà le syndicat de la CGT, nous nous associons, nous tenons à alerter les collègues qui sont là, de s'associer au mouvement des citoyens qui se mobilisent de plus en plus fort, et notamment par l'intermédiaire de la CGT qui appelle à une manifestation le 27 juin, et cette fois-ci d'exiger de la part, du moins d'exiger de l'ARS qu'on maintienne et qu'il y ait les moyens nécessaires pour que tous ceux qui sont soignés dans le Couserans soient assurés d'être soignés et de ne pas être comme cela reportés ou devoir, comme je l'ai entendu de la part d'un maire, prendre pour être soigné quand on habite Couflins et qu'on doit prendre une maison ou un studio qu'on loue pour être soigné à Sex, ça pose véritablement un problème. Donc, mobilisons-nous, justement, et il est plus que nécessaire que nous soyons avec ces collectifs citoyens qui se forment pour aller avec eux soutenir leur action pour que l'ARS réagisse. Merci, Monsieur le maire. Il y a effectivement différentes actions à mener. Hein. Vous en développez une, je vais en développer une autre. Et ce qu'on a essayé de faire assez régulièrement. Je veux parler bien sûr des discussions très directes avec le directeur de l'ARS. Je vous l'avais dit, je crois, ce n'est pas une surprise, que j'avais sollicité un entretien. Cet entretien a eu lieu il n'y a pas si longtemps que ça, c'était au mois de mai. J'étais accompagné, je le précise, de la présidente de la commission santé, sociale, solidarité. Je tenais aussi être accompagné par le président du conseil de surveillance, Michel Pichon, et par le vice-président du conseil de surveillance, qui est Patrick Tembar. Donc nous avons devions aller à Montpellier dans un premier temps, puis finalement le directeur de l'ARS est venu dans l'Ariège, donc nous avons pu avoir un entretien sur foi, long entretien, où nous avons pu mettre sur la table en grande partie toutes les difficultés que vous avez soulignées. Qu'est-ce qu'on peut dire de cet entretien qui finalement, puisqu'on lui avait demandé, s'est concrétisé quelques jours plus tard, ou très récemment d'ailleurs, par un courrier écrit. D'abord, ce que j'ai toujours d'ailleurs entendu des directeurs de l'ARS divers, la reconnaissance qu'il est nécessaire de maintenir cet établissement dans ce territoire. Ça, c'est le premier point. Reconnaissance également des difficultés de recrutement de personnel. Malheureusement, vous savez que le constat est fait certes en Couserans, il peut être fait en Ariège et malheureusement sur toute la France. Nous avons d'ailleurs demandé s'il était envisageable une démarche de dérogation pour essayer d'aller chercher les personnels soignants, pour essayer de faire en sorte que les services ne ferment pas ou que les lits ne ferment pas. Il nous a été répondu qu'en l'état actuel de la législation, les systèmes dérogatoires n'étaient pas envisageables. Donc ça pose un problème, puisqu'on sait qu'il y a un problème effectivement de recrutement des personnels, bien sûr accentué par la loi RIS, et on lui a fait remarquer, qui, je le rappelle, plafonne les rémunérations des intérimaires dans le secteur public, pas dans le secteur privé, ce qui pose aussi également un problème. Nous avons soulevé aussi la problématique de cette direction partagée entre le Chiva et le CHAC.
Clairement, il nous a été répondu, et on nous l'a écrit, que cet établissement, je parle du CHAC, aurait un directeur plein et entier. Le recrutement est en cours. Il va y avoir des propositions de fait après consultation, notamment du président du conseil de surveillance, de la présidente de la commission médicale d'établissement, bien sûr le directeur de l'ARS, et ce poste devrait se concrétiser, je pense, dans les prochaines semaines. Nous avons également évoqué les problèmes d'entretien de cet établissement, puisque ce n'est pas souvent soulevé, sauf par les personnels. Je précise aussi, j'ai oublié de vous préciser, que nous avions bien sûr reçu les représentants des personnels à Saint-Jérôme. Des problèmes d'entretien de cet établissement, notamment de conformité du réseau d'eau, mais pas que. Là encore, l'engagement qui a été pris oralement et qui doit être confirmé en tout cas par écrit, il l'est. Maintenant, il faut poser un calendrier. Je laisserai mes collègues peut-être compléter mon propos. Nous laisse penser que des moyens financiers seront engagés, et probablement des moyens financiers importants. Concernant donc les dérogations, je vous l'ai dit, les services d'urgence, bien sûr, on a insisté lourdement, et peut-être que Patrick Tambal interviendra, puisque c'est lui qui était monté au créneau sur ce point, lourdement pour que le service des urgences puisse fonctionner normalement. Un choix a été fait, c'est ce qui nous a été dit par le directeur de l'ARS. Actuellement, au niveau de l'Ariège, il y a 3 sites services d'urgence, le Chiva, bien sûr, le CHAC, mais également le site du Chiva à la Volanée. Donc il y a eu un choix nécessaire, faute de personnel qui a été fait, en donnant le maximum de chance au CHAC pour fermer, ou plutôt réguler le moins possible, l'accès aux urgences. Voilà ce que je peux vous dire. Enfin, une information aussi importante, d'ailleurs pour ceux qui sont curieux et qui ont lu la presse, je crois pas plus tard qu'aujourd'hui, la maire de Pamiers a annoncé qu'un IRM arriverait sur Pamiers. Nous avons discuté également avec le directeur de l'ARS sur les équipements du CHAC. Et donc, il a été dit oralement et confirmé par écrit aussi que lorsque la demande sera faite par l'établissement de se voir équipé d'un IRM, l'Agence régionale de santé recevra cette demande favorablement. Voilà ce que l'on pouvait dire aujourd'hui de tous ces échanges que nous avons eus avec le directeur de l'ARS. Donc vous voyez que notre nom, peut-être discrètement, on fait le travail qui s'impose pour assurer une pérennité à cet établissement, puisqu'on est tous convaincus que le Couserans ne peut pas se passer d'un tel établissement. Et nous essayons, également à travers du contrat local de santé que suit Jocelyne, de faire en sorte que cet établissement prenne toute sa place. C'est pas facile, mais on essaye d'atteindre cet objectif. Voilà ce que je peux vous donner comme élément ce soir. Patrick, peut-être un complément? Avec les micros, sinon ça passe pas à l'enregistrement. C'est que lors de cette rencontre, le directeur de l'ARS, avec lequel on a été très direct, comme l'a dit le président, il a pris des engagements qui étaient très clairs en termes d'engagement sur le fait que le CHAC aurait une direction indépendante et que le recrutement du directeur était vraiment imminent. Après ce que j'ai compris, ce que m'a dit Michel Pichon, qu'il a encore rencontré aujourd'hui, et qui n'est pas là pour cette raison, semblerait que le directeur soit nommé début juillet. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il a dit que, tous les services doivent perdurer. Alors là, effectivement, le problème est plus complexe, c'est sous réserve d'avoir les soignants qu'il convient. Nous avons beaucoup insisté sur les urgences, parce qu'avoir le manque de médecins, anesthésistes, réanimateurs et urgentistes, c'est vraiment ça mettre le Couserans dans une très très grande difficulté, parce que
d'où vous venez, ou des communes qui sont dans les plus hautes vallées, on est à 2 heures de toute alternative de soins. Donc c'est une obligation. Et c'est pour ça qu'on a demandé, avec beaucoup d'insistance, à ce qu'il y ait une exception qui soit faite, de sorte qu'on puisse, avec les moyens financiers, malheureusement il n'y en a pas d'autres, on ne peut pas les contraindre autrement, de recruter des urgentistes. Donc, mais là, on se heurte à une loi nationale. Après, il s'est engagé sur des sommes conséquentes pour remettre l'hôpital aux normes sur le plan immobilier. Et il s'est engagé aussi, comme l'a dit Jean-Noël Vigneault, sur la dotation d'un IRM à Saint-Giron, ce qui est important à la fois pour la prévention, puisqu'on y détecte plutôt qu'avec d'autres instruments des problèmes de santé, et pour les soins, bien entendu. Donc, nous, on est ressortis de là, pas rassurés, mais enfin, en ayant quelques éléments qui permettent d'entrevoir un avenir de manière un petit peu moins chaotique que ce qu'on connaissait aujourd'hui. Maintenant, le problème des médecins est le même. Vous savez ce qu'a dit Jean-Noël, ou ce que je viens de redire d'une autre manière, on l'a écrit au directeur de la RSR, on n'a pas fait que lui dire. On l'a repris dans une lettre, de sorte à ce que tout soit clair. Voilà, maintenant, le problème médical, c'est un problème qui nous dépasse. Moi, je crois qu'effectivement, s'il y a une bataille à mener, c'est de les faire céder jusqu'à ce qu'il y ait une mesure d'exception pour les médecins réanimateurs et les urgentistes à Saint-Giron. Ça, oui, là, s'il y a vraiment quelque chose qui doit être, sur lequel on ne peut pas lâcher, on ne peut pas reculer, c'est bien ça. Voilà. Merci Patrick Josseline. Oui, moi je vais juste ajouter quelques éléments. Donc le recrutement du directeur, c'est déterminant. C'est déterminant parce que c'est vrai qu'aujourd'hui le CHAC est un établissement sinistré à plusieurs points de vue, mais en particulier sinistré par absence d'équipe de direction. Il reste très peu de monde et en suivant, c'est toute la chaîne qui est mise à mal. Et c'est vrai que ce directeur, moi j'y crois, il va arriver. J'espère qu'ils ont fait le bon choix, puisqu'apparemment l'avis a été donné, donc on ne sait rien de plus, mais bon, j'espère que le choix est bon et que ce directeur sera dynamique et va reconstituer une équipe de direction, une équipe d'encadrement aussi. C'est extrêmement important que les personnels ne soient pas sans encadrement et sans projet, parce que c'est ça qui manque aujourd'hui. Aujourd'hui, on a un truc qui paraît se déliter, alors que le CHAC, vous l'avez tous dit, vous le savez tous, est un établissement indispensable, et ce CHAC, on en a tous besoin, et donc il faut absolument qu'il y ait un projet, quelque chose de porteur. Et l'annonce de l'IRM, moi je trouve que c'est intéressant, parce que c'est porteur ça. Si on a l'IRM, on pourra faire plus d'examens. Vous, comme moi, vous avez dû essayer d'avoir un rendez-vous d'IRM et voir les semaines où on attend et on attend encore pour avoir ce rendez-vous. Là, on a quand même des choses qui vont être gagnées. Bon, il y a évidemment quelques lits qui se trouvent fermés et ça, c'est déplorable. Mais comment faire? On ne peut pas non plus faire sans aucun moyen. Et je voudrais quand même insister sur un autre élément, c'est la psychiatrie. Puisque vous savez ou vous ne savez pas que la psychiatrie, pour le CHAC, c'est vraiment l'établissement de référence. Le CHAC est hôpital départemental pour la psychiatrie. C'est-à-dire qu'en dehors du CHAC, pas de possibilité d'hospitalisation sous contrainte. Aujourd'hui, il n'y a plus assez de psychiatres, certes, ça tient de façon acrobatique. On espère bien que les effets attendus par l'ARS, entre autres, qui affirme que quand les psychiatres, entre autres, parce qu'il y a aussi les anesthésistes et les autres, et les urgentistes, quand les psychiatres vont avoir du mal à trouver des remplacements trop bien payés en clinique, ils vont revenir sur les hôpitaux. Bon, je souhaite vraiment qu'on trouve des solutions. Mais il faut savoir que
la psychiatrie, pour le CHAC, c'est vraiment une force parce que c'est un hôpital départemental et cet hôpital départemental, il ne peut pas faillir à sa mission. Et quand bien même il faillirait, qu'est-ce qu'on ferait des patients? Les patients, si vous faites le tour, vous allez voir sur Lannemezan, c'est plein, sur Marchand, c'est plein, et partout, c'est plein. Or, il y a au CHAC une unité de soins intensifs psychiatriques qui accueille tous les patients en hospitalisation sous contrainte, et c'est absolument indispensable pour l'ensemble du département, et pas seulement pour nous, le Couserans. Je ne sais plus ce que je voulais ajouter. Je voulais ajouter encore quelque chose par rapport à la psychiatrie. Pardon ? Non, la psychiatrie n'est pas déficitaire. La psychiatrie n'a jamais été déficitaire, bien évidemment. Mais c'est vrai que le manque de lits pose question aujourd'hui. Mais c'est un tout. C'est-à-dire que le CHAC, la psychiatrie, certes, mais c'est aussi les urgences. Et les urgences, quand il y a un problème avec un patient en difficulté, qu'il faut faire une hospitalisation sous contrainte, au passage, et là je vais parler de quelque chose qui se fera l'année prochaine avec l'association des maires d'Ariège, il va y avoir des choses qui vont être faites pour vous initier un petit peu plus à la problématique des hospitalisations sous contrainte. Parce que l'hospitalisation sous contrainte, on s'en occupe pas tant qu'on n'est pas confronté au problème. Et le dimanche matin où on se retrouve sans médecin, sans gendarme, et où il y a une personne qui disjoncte et qui va donc devenir un patient psychiatrique, c'est quand même très compliqué, il faut bien savoir ce qu'il faut faire. Donc ça, c'est pour après-demain, mais c'est un tout. Ça passe aussi par les urgences. Et puis, j'ai pas parlé, mais après, faut pas me lancer sur le chat, je m'arrête plus. J'ai pas parlé des soins intensifs respiratoires, les soins intensifs respiratoires qui nécessitent la présence d'un anesthésiste réanimateur en permanence. Ces soins intensifs respiratoires, quand bien même on voudrait les fermer, où est-ce qu'on va envoyer les patients qui sont sous respirateur? Et comment on va les convoyer alors qu'on n'a pas assez de monde pour faire tourner le SMUR? Un patient sous respirateur, c'est un infirmier qui va partir, c'est un médecin qui va partir, c'est un équipage complet. Pendant ce temps-là, il ne se passe plus rien s'il faut aller chercher un blessé sur la route. Bon voilà, j'arrête là parce que je pourrais en parler très longtemps. Bon, vous avez compris qu'avec Michel Pichard, on a deux experts. Hein. Voilà ce qu'on pouvait dire en complément de votre intervention. Donc vous voyez quand même que ça a été souligné par Patrick. On est ressorti de là en se disant il y a quand même encore quelques points qui nous permettent de dire qu'on peut aller dans le bon sens. Même si le recrutement est effectivement le problème majeur, mais de bon nombre d'établissements, et la loi, on le répète, ne permet pas, jusqu'à présent en tout cas, de déroger. Sur ce sujet, on a fait le tour. Voilà, on vous tiendra informé chaque fois qu'on aura l'occasion de vous donner des avancées. Donc, bien sûr, on a un conseil de surveillance fin juin, me semble-t-il, et je ne doute pas que cette demande d'autorisation pour être équipé d'un IRM sera confirmée à cette occasion. Très bien, merci. D'autres questions ? Oui. Attendez avec le micro, sinon vous n'êtes pas enregistré. Oui, bonsoir. Je vous ai envoyé un mail il y a quelque temps au sujet de la médiathèque de Castillon et des emplois. Je reviens vers vous ce soir, parce qu'il était question des emplois, pour savoir ce qu'on peut espérer pour l'an prochain. Parce qu'actuellement, voilà, il y a une personne, des gens qui viennent soutenir. Et on a perdu un service qui était superbe, une médiathèque qui fonctionnait très très bien, et on a une bibliothécaire qui est un peu épuisée parfois aussi d'avoir à mener seule très souvent la tâche là-bas. Et voilà, voir ce qui est envisagé pour la suite pour Castillon en tout cas. Merci Monsieur le maire. Donc, effectivement, j'ai bien reçu votre courrier, votre mail. Donc je demande à chaque fois de me faire un état de situation. Donc en 2022, si on fait un peu de rétrospective, la médiathèque de Castillon était ouverte au public 20 heures par semaine. Donc aujourd'hui, quelle est la situation? Nous sommes ouverts 17 heures au public, c'est-à-dire qu'il y a un delta de 3 heures, on peut dire une demi-journée. Je pense qu'à l'époque, nous ouvrions un samedi sur 2, vous me corrigez si je dis des choses inexactes.
Aujourd'hui, nous sommes en situation, et nous le faisons, d'ouvrir tous les samedis. Donc quand on me dit que ça fonctionnait bien avant et que ça fonctionne moins bien maintenant, quand j'ai ces ratios, je me dis, mais où est le problème? Certes, 3 heures d'ouverture en public à moins, mais bon, vous le savez, hein, on est obligé de gérer les effectifs, non pas que sur le Castillonnais, mais sur tout le territoire. Je le répète, on a ouvert tous les samedis, alors qu'avant c'était ouvert un samedi sur 2. Donc j'estime, avec les moyens qu'on met des efforts pour que, effectivement, cette lecture publique puisse fonctionner, on va dire, correctement dans le Castillonnais. Alors vous allez me dire, on peut toujours mieux faire. Mais si on fait mieux, ça veut dire qu'on engage des moyens financiers supplémentaires. Donc vous le savez, on a eu une gestion l'année dernière qui nous a amené à devoir redresser les comptes, ce que nous avons fait. On sera amené à les arrêter dans quelques jours, et vous pourrez le constater, même si on l'avait déjà annoncé lors du débat d'orientation budgétaire. Et donc on essaye de gérer ainsi, de façon à, je le répète, maintenir un service de qualité que nous jugeons, nous, convenable, sans pour autant de faire en sorte que le 0,12 dérape. Voilà ce que je peux vous donner comme réponse. Je vois qu'il y a une réponse à la réponse. Oui, donc je me réjouis que maintenant ce soit ouvert tous les samedis. Mais à l'époque où je vous ai fait le courrier, on avait chuté à 12h30 semaine. C'est bien pour ça qu'on a été nombreux à se dire qu'il fallait faire quelque chose, parce qu'il y avait vraiment une grande déception. Il faut dire qu'elle fonctionne merveilleusement bien. On était ravis de la création de cette médiathèque, donc on aimerait que ça dure. Et donc, oui, j'ai dit, je vous ai adressé un courrier, mais nous sommes quand même 5 communes aujourd'hui, et voilà, à avoir co-signé cette lettre. Et donc, moi, je croise des gens dans le Castillonnais régulièrement, et on souhaite que ça dure. Alors, si c'est 17 heures, ben, c'est déjà superbe. S'il y a moyen de faire mieux, on est preneur. Voilà. Mais est-ce qu'on peut penser que 17 heures, ça va être durable? Je pense que vous ne reconnaîtrez pas la situation que vous venez de décrire, hein, à savoir tomber à 12 heures et quelques. Mais je vais en dire un mot, parce que, effectivement, à l'époque, on a essayé de rationaliser les dépenses, donc je n'ai pas retiré des moyens, on va dire, en personnel, en nombre. Il se trouve que, durant la période hivernale, nous avons fermé le château de Sex, ce qui peut se comprendre, pour faire des économies d'énergie, notamment. Et donc, nous avons redéployé ce personnel à Castillon. Donc, moi, je pensais que je faisais un travail tout à fait satisfaisant. Bon, on s'est rendu compte par la suite qu'effectivement, ce personnel ne pouvait pas apporter autant d'heures que nous le souhaitions. D'où ce petit passage qui pouvait être considéré effectivement comme dégradé. Je vous l'ai dit, depuis, on a rectifié. Et donc, on va faire en sorte de s'inscrire dans un fonctionnement pérenne. D'autres questions? Oui, Richard. Merci. Je voudrais faire une intervention là. Alors peut-être, j'espère que je sais pas si je suis la seule commune, mais je pense qu'il y en a peut-être d'autres. Nous avons, je pense, il y a 1 an et demi, répondu à une sollicitation par rapport à un plan de France Relance à travers la CEREMA pour vérifier tous les ponts de notre commune. Donc c'est nous, on a répondu favorablement, bien sûr, et on a reçu le résultat il y a à peu près 1 semaine. Et le résultat, c'est que j'ai un pont à refaire. Donc, bien sûr, j'ai bien lu ce qu'on m'avait donné. On m'avait dit qu'il y avait un conseiller à la préfecture qui pourrait me renseigner là-dessus. J'ai fait le tour de la préfecture, j'ai rencontré personne. On m'a dit, il faut aller voir Madame Loubette. Bon, ok. Donc, je l'ai fait cet après-midi. Alors, je tiens à vous dire quand même, et ça, c'est quelque chose qui encore là m'agresse totalement, parce que l'État encore nous promène. C'est-à-dire qu'elle m'a dit la chose suivante. Oui, bien sûr, si vous avez un pont à refaire, il va falloir le faire refaire. Vous aurez droit à la DETR, mais c'est une DETR qui part sur l'année 2020. C'est-à-dire que vous n'aurez qu'un projet et ce sera votre pont. Le reste, vous ne ferez plus rien. Alors, je ne vois pas ce que c'est, ce plan France Relance. Donc, j'interpelle les autres communes. Je ne sais pas, enfin, bon, maintenant, ceux qui ont suivi ça, eh ben,
Maintenant, c'est peut-être trop tard parce qu'on a un pont à refaire, il va falloir qu'on le refasse. Mais franchement, je trouvais ça un peu fort de café que, du coup, si on fait ce pont, on a une année blanche pour nos travaux, quoi. Donc, je voulais prévenir un peu les communes. Je pense qu'il va y avoir des réactions parce qu'on a déjà discuté avec certains collègues. Commune de Soulan. Soulan. Ben, nous, on a le même souci. Faut qu'on refasse un pont. Voilà. Alors là, du coup, on va arrêter pas mal de projets si on n'a pas de financement. On va bloquer le projet de monter un hangar de plus pour la commune, de faire des WC publics, des choses comme ça, parce qu'avec ce pont à refaire, on ne sait pas du tout où on va, et un pont, ma foi, ça fait couler. Le maire d'Oust. Oui, je ne vais pas prendre la parole bien longtemps parce qu'on est tous dans le même cas. Mais moi, j'ai un cas pratique, j'ai 2 ponts. Alors, j'ai un pont qui sert 3 personnes, qui sert à monsieur le maçon, qui est une voiture personnelle, ça ne me dérangera pas, mais qui sert un agriculteur, qui passe avec les tracteurs, qui va passer avec du matériel lourd, et on me demande de le mettre à 3,5 tonnes. Bon, je l'ai fait, je l'ai mis à 3,5 tonnes pour me couvrir. Mais qu'est-ce qu'il va faire cet agriculteur demain et après-demain? Et j'ai un deuxième pont qui est un pont minuscule, enfin, il n'est pas très grand, mais qui est en plein milieu du village, qui dessert notamment, qui est utilisé par le SICTOM notamment pour aller chercher les déchets, le verre et tout en permanence, quoi. Plus des livraisons à la boulangerie par derrière. Et qui sert une place publique où arrivent des camping-cars. Donc je ne vois pas trop comment on va pouvoir s'en sortir dessus. Parce que c'est déjà 2 dossiers, c'est plus un, c'est 2 dossiers. Donc déjà en DETR on est limité, donc 2 dossiers, qu'est-ce que j'en fais? Je le fais quand? Et qu'est-ce que je vais dire aux gens qui doivent passer tous les jours dessus? Moi, ce que je peux vous proposer, c'est effectivement toutes les communes qui sont concernées, peut-être m'adresser un courrier, qu'on puisse faire une démarche globale via la communauté commune en disant, bon, c'est bien d'accompagner les maires pour un diagnostic, mais après, il faut aller peut-être au-delà. Oui, Patrick. Oui, pour suivre ce que disait Richard, ils ont monté ce truc France Relance parce qu'à une époque, il y avait ce qui s'appelait la TESAP, c'était les services de l'État qui, pour les petites communes, qui faisaient une tournée de temps en temps pour vérifier ces ponts gracieusement et qui nous disaient les travaux à faire, tout ça. Sauf que quand ils ont supprimé cette ATESAP, ils se sont rendus compte que plus personne ne faisait les contrôles, donc ils ont mis ça en place. Mais effectivement, les travaux, c'est les communes qui vont les avoir à faire. Oui. Oui, puis 2 choses auxquelles je pensais aussi, c'est qu'on est confronté, là on est 3 ou 4 à parler, mais on est un paquet, je pense, à te confronter. J'ai eu d'autres maires qui ne sont pas là ce soir, qui sont confrontés aussi. Donc imaginons qu'il y ait 2 ou 3 entreprises spécialisées. Je ne sais pas si on va les faire tous témoigner, mais je vous fais une proposition. Faites-moi remonter les courriers, on synthétise tout ça, et puis ça part à la préfecture. C'est le mieux, parce qu'en plus, pour trouver 2 ou 3 entreprises spécialisées, il ne doit pas y en avoir des milliers qui sont spécialisées pour faire les ponts. Si tout le monde les sollicite en même temps, je ne vous dis pas l'attente qu'il va y avoir. Enfin, et je pense que peut-être il faudra avant tout ça refaire une étude plus précise. Tout à fait. J'ai connu ça, moi, chez. Donc on est d'accord, hein, vraiment, quand vous avez, parce que je peux comprendre que certaines communes étaient encore en attente des résultats, hein, c'est ça? Ouais. Quand vous aurez tous vos bilans, on centralise tout ça à la communauté de communes. Ouais. Je voudrais juste rassurer le maire d'Oust. Prat. Voilà, là on se lance dans une compétition. Qui est mieux? Peut-être Alain Savat. Nous, effectivement, il y en a 4, on en a fait un déjà il y a quelques années, il y a 2 ou 3 ans. Non, il y en a 4, donc il y en avait 5 en tout. Voilà. Mais je vous rassure, une étude sur les ponts, nous en avons déjà fait une dans les années 2000. C'est pas pour autant qu'on a eu le financement pour faire les ponts. Hein. Ils ne sont pas tombés non plus, je vous rassure. Hein. Alors ne vous affolez pas trop non plus quand même. Hein. Parce que si on doit faire tout ce qu'ils nous disent par rapport aux études, quand il y a un peu de rouille sur un pont, parce qu'il vous dit de le refaire. Hein. Alors, il faut faire attention. Hein. Oui. Oui, mais en attendant, moi personnellement, on va mettre un hameau à 3,5 tonnes, où il y a un agriculteur, des types qui font du bois, livraison de fuel, gaz et tout ça, on n'en parle plus. C'est-à-dire qu'on est obligé d'y passer, quoi. On ne peut pas laisser traîner. Voilà. Commune d'Esplace, Madame la maire. Ben alors nous c'est pareil, on a 2 ponts, donc un on me demande de le fermer immédiatement à la circulation, un pont qui a été refait il y a 10 ans,
Donc, on est allé voir avec Monsieur Degas puisqu'il est sur la commune de l'Artillac, mais j'ai le pouvoir de police sur Esplace. Un autre pont de 3,5 tonnes qui est juste en dessous. Et j'ai dans la commune une interdiction plus de 3,5 tonnes. Alors, je voudrais savoir comment je fais. Est-ce que je mets le panneau? Est-ce que je mets pas le panneau? Parce que j'ai le SICTOM qui respecte absolument les panneaux. Et donc, ils vont pas aller au-delà. Ils vont pas faire de ramassage de poubelles. Donc, on fait quoi? Donc, on va féliciter M. Fernandez qui respecte le code de la route à la lettre. J'en ai jamais douté. J'en ai jamais douté. Et donc, je voulais dire aussi que pour les 2 premiers ponts, dans on me demande de le faire immédiatement, qui a été refait il y a 10 ans. On s'est mis en accord avec M. Degas, on demande une contre-expertise à la PAV. On va bien voir. Et donc, je voudrais savoir qu'est-ce que je fais pour les routes et les chauffeurs du SICTOM qui respectent les 3,5 tonnes. Alors, monsieur le vice-président, continuez à respecter le code de la route. Hein. On pourrait me reprocher effectivement de faire passer les salariés. Franchement, je crois que respecter la réglementation, c'est la moindre chose. Peut-être faut-il conseiller aux gens de mettre les bacs en dessous, dans un endroit où le camion puisse tourner en toute sécurité. Là, c'est juste pas possible sur Esplace, vu la configuration de la chose. Il faut qu'on le... Il y a 4 hameaux. Il faut des panneaux amovibles. Je sais pas du tout. Des camions pour faire des ponts, je n'en ai pas, donc franchement, je suis tout à fait disposé à venir regarder avec vous. Mais bon, de solution là à vous apporter à l'instant T, je ne sais pas faire. D'où l'importance, vous le voyez, de nous permettre de centraliser, puisqu'on va être nous les premiers touchés. Traitement des déchets avec les camions qu'on a, tous les ponts que vous avez passés à 3,5 tonnes, il va falloir croiser, oui, sans parler des autres services de secours et compagnie. Je m'inquiète un peu parce que vu le poids des camions et le nombre de ponts qu'il y a dans nos cantons, si on peut accéder nulle part, on va faire des économies à la collecte. Quoi. Oui. Ça peut être vu comme ça. Jean-Claude, un micro pour Jean-Claude Derp. Oui, par rapport au pont là sur Esplace, on s'est posé la question avec la maire d'Esplace de savoir si la garantie décennale s'appliquait pour les ponts. Sachant que ce fameux pont dont Madame le maire a parlé, il a été refait il y a même pas, il y a 10 ans, et sachant que l'expertise a eu lieu l'année dernière, donc c'est 9 ans. Quoi. Voilà. Est-ce que la garantie décennale s'applique pour les ponts? Qui c'est qui l'avait fait faire? Qui c'est qui l'avait fait refaire? Qui c'est qui avait fait? Quelle commune avait fait refaire le pont? Parce qu'il était démoli. À l'époque, il était démoli. La question qui était le maître d'ouvrage, c'était la commune qui a refait le pont? Non, la maîtrise d'ouvrage à l'époque était assurée par la communauté de communes du Céronais. D'accord. Encore une exception qui confirme la règle. Vous voyez, 6 ans plus tard, on découvre des choses encore. Bien, donc on est d'accord, essayez de nous faire remonter ça le plus rapidement, et le service déchets va devoir se pencher sérieusement sur la question. Oui. Mais acheter un mini-camion, ça veut dire qu'on va faire beaucoup à retour. Hein. C'est noté en tout cas, c'est un sujet sérieux, on l'a compris. D'autres sujets? Oui, Madame le maire, bonjour. Oui, je vais poser la question au syndicat, plus particulièrement au syndicat des eaux, pour savoir où on est. Ginette, service des eaux. Bon, ça fait rien. Ils ont compris, mais alors, tous les deux. Où en est notre projet d'assainissement qui bloque les projets sur Montjoie? Alors, Ah, ça va avancer. Oui, bonsoir. Alors, la réponse, c'est... Allume-le. Ah oui. Oui, bonsoir. Donc, la réponse, tu la connais en partie, puisque nous en avions discuté il n'y a pas très longtemps, et la situation a du mal à évoluer. On est toujours dans la négociation, on est bloqué à cause par rapport à l'achat du terrain. On est un peu comme chez notre collègue de la Cour. Ce sera plus compliqué à la Cour, mais nous, on avance
on avance. Oui, et puis ça avance aussi sur la Corée. Il y a eu quelques nouvelles. Donc on espère que nous espérons que ça va se solutionner assez rapidement. Moi aussi. Au niveau du foncier, c'est très très compliqué. Et comme on le répète, nous le répétons souvent, il faudrait que les communes fassent en sorte d'acheter du foncier agricole lorsque ça se présente pour pouvoir après soit l'utiliser ce bout de terrain, On peut se fâcher avec la Chambre soit de l'échanger, commerce, soit l'échanger. Oui, mais bon, ce ne sont jamais de grosses parties de grosses surfaces de terrain. Et c'est vrai que par exemple pour la cour, dans la négociation du terrain, si on avait eu un terrain à échanger parce que les propriétaires n'étaient pas vendeurs, parce que vous savez tous que le crédit agricole, que les terrains agricoles se vendent peu cher, et je crois que c'est de l'ordre de 3 000 € l'hectare. Et très très souvent, et ça je veux l'entendre, hein, les propriétaires ont du mal à lâcher un terrain à un vil prix. Donc, pour la cour, ça aurait été très bien, la personne, la succession était prête à donner le terrain, mais à l'échanger contre notre terrain. Donc c'est vrai qu'on rencontre très souvent des difficultés, c'est le cas donc pour la cour, pour toi, mais on croise les doigts, ça devrait aller assez rapidement. Hein. Ouais, sur Montjoie, ça devrait se décanter très vite. Voilà. Merci. Et puis j'ai une autre question, une seconde. C'est pour ça que je gardais le micro. Je l'ai bloqué. Ça s'adresse plutôt, alors je ne sais pas, au service technique. J'avais écrit au sujet d'une verrue qui se trouve pas loin du camping à Audinac et qui gêne la visibilité. Tu sais de quoi je parle, je crois, Alain. Et je voudrais savoir, c'est pas très... On sait que ça en est. Oui, je vois pas de réponse à ma lettre. Je vois ce que tu veux dire. On y était encore, je crois que c'était mardi. J'ai vu les voitures. Voilà. Ah, c'est pour ça, tu nous as vus. Donc, on était sur le camping Audinac et on l'avait vu, je sais que Pascal s'en occupe un petit peu. Et nous sommes allés refaire un tour dans ce camping puisque Monsieur le Président avait rencontré le gérant du camping quelques jours avant. Donc avec Madame la Directrice, nous sommes allés revoir, essayer de réévaluer un petit peu tous les travaux qu'il y a à faire sur ce camping. Pour après, le gérant semble quand même aujourd'hui dans une optique de discussion pour le rachat de ce camping. Mais la verrue, c'est à part. C'est à part, puisque cette parcelle est à part. Et en rentrant, on s'est arrêté devant le grand bâtiment que j'ai présenté à maman la directrice. Elle ne savait pas, elle n'avait jamais vu, donc je lui ai dit, voilà le grand bâtiment qui est aussi sur la commune de Montjoie et qui appartient à la communauté commune. Voilà. Merci. Mais voilà. Ta verrue, on s'en occupe. Merci. D'autres questions? Oui. Olivier Raton, pour la commune de Castelnau-d'Urban. Oui, alors ma question, elle dépassera le périmètre de la commune de Castelnau-d'Urban. C'est un sujet de préoccupation autour de l'éducation et notamment sur les fermetures de classes qui sont annoncées à la rentrée prochaine. Effectivement, le souci, c'est d'abord l'ensemble des moyens qui sont donnés par nos collectivités, qu'elles soient territoriales ou plus locales, pour la dynamique de nos territoires, avec tous les aménagements que l'on porte, et l'État qui, dans une gestion très comptable, ferme aveuglément des classes, ce qui peut aussi impacter aussi la fermeture d'écoles sur certains territoires. Donc, au niveau de l'Assemblée départementale, on a pris une motion pour alerter Monsieur le directeur d'académie dans sa gestion très comptable, même si on sait qu'il a des consignes qui lui viennent de plus haut. Mais est-ce qu'on ne devrait pas se mobiliser à l'échelle de notre communauté de communes pour aussi prendre une motion qui viendrait compléter celle qu'a déjà pris le département. Ça, c'est la première chose. Et la seconde, c'est aussi quand on voit le nombre d'enfants déscolarisés, où on renvoie la responsabilité aux élus et notamment aux maires,
alors que l'État ne vient pas contrôler si la qualité de l'enseignement et ce qui est fait ça a un double impact sur aussi nos écoles et le fait qu'elles se vident aussi de quelques enfants, sans parler voilà, de l'avenir de notre société, parce qu'on sait que c'est l'école de la République quand même qui fait société. Merci, donc je souscris pleinement. On a été tous les deux, en tant que conseillers départementaux, effectivement amenés à prendre cette motion. Donc on en fera une proposition au prochain conseil communautaire qui va arriver, puisque c'est d'ici fin juin, c'est d'ici 15 jours. Donc je souscris pleinement. Effectivement, avec une gestion, puisque les maires, vous le savez, quand vous avez l'inspecteur de l'académie qui vient vous voir, c'est rare quand il vient vous annoncer qu'il y a des ouvertures, ça arrive, fort heureusement, mais quand il commence à sortir la calculette, vous savez qu'on peut s'inquiéter. Très bien, bien noté, Olivier. Olivier, on est à l'abri, on remercie le maire de Rimont. J'espère que la toiture est en excellent état, mais je n'en doute pas. Oui, une salle bien décorée, oui, j'ai oublié de vous préciser que ce n'était pas parce que nous avions un conseil communautaire. On n'a pas, avec les services communication, décidé de décorer toujours ces salles, mais c'est parce que Rimont est souvent en fête. Tu étais en fête samedi dernier, tu le seras samedi prochain. Tu vas faire ça tout l'été? Félicitations. Nous viendrons. Très bien, nous viendrons. D'autres interventions? Bien, mais écoutez, s'il n'y a pas d'autres interventions, il ne me reste plus qu'à vous remercier. On va avoir bien sûr un moment convivial. Et ensuite, on se retrouve très très rapidement. Je peux vous donner déjà la date, puisque ça sort. Oui, je vais dire. Je peux vous donner déjà la date. Ça sera le jeudi 29. Le lieu, on ne le connaît pas encore. Et je vois René me faire signe, n'oublie pas. Je l'avais noté, donc je ne l'oublie pas. Vous avez reçu l'invitation pour la prochaine conférence des maires, le 22 juin, qui aura lieu à Moulis, où nous recevrons donc les collectivités forestières. À l'Escure, je pensais qu'on venait chez toi. L'Escure. Donc merci, Madame le maire de l'Escure, de nous recevoir. Et vous savez qu'on aura à nos côtés les communes forestières. On parlera des risques, notamment des risques incendie, et surtout des obligations de débroussaillage. Là encore, ça va nous percuter. Bon, il faut qu'on ait un moment de travail ensemble pour savoir exactement les responsabilités de chacun. Donc, rendez-vous le 22, conférence des maires à l'Escure, et le 29 juin, le lieu n'est pas encore défini. Merci encore à vous. À tout de suite sur l'espace convivial. Merci.